Eh bien bonsoir à tous, merci d'avoir laissé ce beau et inhabituel soleil à l'extérieur pour nous rejoindre pour un nouvel Afterwork numérique en partenariat avec Dentsu Aegis Network. Quelques petites précisions logistiques comme il se doit. Si vous avez envie d'interagir avec nous, vous avez le petit hashtag qui va bien pour pouvoir être présent sur Twitter, vous l'avez à l'écran. Et vous verrez lors de la présentation de ce soir, il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de textes. C'est pas vraiment une présentation faite pour de la présentation PowerPoint comme ça, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez récupérer l'intégralité des contenus via le connecteur. On rappellera tout ça à la fin de la présentation. Bien, alors ce soir, nous avons décidé de parler d'un sujet vraiment d'actualité dans l'ensemble du monde de la communication, c'est celui de la valeur d'attention. On peut se poser la question, effectivement, si, face à la sursollicitation digitale, les millennials, notamment, ne seraient pas en train de développer de nouvelles capacités d'attention. Est-ce que notre cerveau ne serait pas en train de muter? Et puis, finalement, est-ce que notre communication ne devrait pas s'adapter en conséquence à ces évolutions extrêmement rapides? Donc, c'est la question qu'on va essayer de se poser ce soir. Et déjà, on va essayer de définir ce qu'est l'attention. D'un point de vue scientifique, vous avez trois formes d'attention qui existent. Vous avez donc une attention sélective, c'est la capacité qu'a votre cerveau à remarquer quelque chose qui va surgir dans votre environnement. Un peu comme si le professeur claque dans les mains parce qu'à un moment dans la classe il y a un petit peu de chahut, il se passe quelque chose, vous allez du coup y porter attention. C'est presque inné. La deuxième forme d'attention, c'est une attention divisée, ça divise d'ailleurs les scientifiques sur le sujet, c'est la capacité qu'aurait votre cerveau à faire deux choses à la fois. Si je reviens sur la salle de classe, par exemple, c'est la capacité que vous avez à prendre des notes alors que vous êtes en train d'écouter le professeur. Vous êtes bien en train de faire deux choses en même temps. La troisième définition de l'attention, une autre forme d'attention, c'est ce qu'on va appeler de l'attention soutenue, ce qu'on paraphrase souvent en parlant de concentration. Là encore, dans la salle de classe, c'est comment vous allez faire pour rester attentif pendant 2 heures, 3 heures sur un propos qui est long. Donc c'est cette capacité à rester attentif, à avoir une attention soutenue sur quelque chose de très long, alors que votre cerveau aujourd'hui est devenu drogué au smartphone et donc quelque part s'habitue à une sursollicitation de divertissement. Là encore, les spécialistes de l'attention et du cerveau ont vraiment analysé ça. On s'habitue à ce divertissement permanent. C'est assez drôle d'ailleurs de voir que la plupart des gens, quand ils prennent leur smartphone en main, ne savent même pas véritablement ce qu'ils vont y faire. C'est juste, je vais chercher dans mon smartphone du divertissement. Bah tiens, si j'ai des messages sur WhatsApp, je vais regarder ce qui se passe sur WhatsApp. Je vais aller voir ce qui se passe sur Insta. Je vais aller voir ce qui se passe sur Facebook, etc. Mais vous n'avez pas forcément, nécessairement, une sollicitation. Vous savez que vous avez reçu un message. Donc il y a ces trois formes d'attention qui potentiellement ont pu évoluer au fil du temps. Et le sujet de l'attention comme prédominant dans l'économie, finalement, n'est pas vraiment nouveau. Cette inquiétude face à l'adaptation du cerveau, on en parlait déjà dans les années 30 en France, alors qu'il y avait une profusion de titres de presse d'information nouveaux. Les spécialistes des médias nous disaient à l'époque, mais comment est-ce qu'un cerveau humain va être capable de traiter autant de titres de presse ? On choisissait, aujourd'hui on a plus de 5000 titres magazines en kiosque, c'est pas véritablement un problème. Aujourd'hui c'est plus au niveau du digital, j'y reviendrai. On nous a parlé d'information overload dans les années 70, déjà avec les travaux d'Alvin Toffler notamment, qui étaient très pointus sur le sujet, et on a commencé à étudier l'attention et l'économie de l'attention, on va dire vraiment dans des théories dans les années 90, fin des années 90, quand finalement on s'est rendu compte que ce qui faisait l'économie de marché, c'est une logique d'offre et de demande, vous le savez, bien par le passé c'était simple, vous aviez des produits, des offres qui finalement étaient relativement rares et vous aviez en face quelque chose que vous trouviez à profusion, c'était l'attention des clients. Puisqu'il y avait peu d'offres, c'est comme ça qu'on a inventé la publicité dans les années 40-50. Faire parler de sa marque, finalement, c'était relativement atypique et on avait des tas d'audiences qui cherchaient du divertissement. Finalement, aujourd'hui, les choses se sont un peu inversées.
On a une économie qui est beaucoup plus ouverte, on a beaucoup plus de concurrence que jamais. Donc l'offre de produits et de services est énorme, elle a véritablement explosé. Et réussir à capter quelques secondes d'attention de quelqu'un face à une sursollicitation permanente, c'est devenu rare. Et du coup, ce qui fait la valeur finalement des choses dans notre économie serait plutôt cette capacité à capter l'attention des gens que véritablement la valeur ajoutée de nos produits. Donc il y a tout un tas de théories autour de ça qui ont commencé à se développer à partir des années 90, jusqu'à quelques phrases malheureuses. Vous vous souvenez, je pense, de la phrase du patron de TF1 qui disait qu'il vendait du temps de cerveau disponible à ses clients, ce qui avait fait scandale, mais qui pour autant était un peu précurseur et finalement est très très vrai, puisqu'aujourd'hui beaucoup de médias et beaucoup de marques essayent de capter l'attention de leur public. Et on a des ouvrages qui nous démontrent que, à l'ère du digital, le cerveau peut devenir aveugle face à certaines choses. Ils expliquent notamment le problème Kerviel à la Société Générale comme ça. Ils disent en fait, on s'auto-éduque à faire attention à certaines choses. Il y a une espèce de routine dans le quotidien. On s'en rend pas trop compte, mais on fait tout le temps attention aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'en fait, à la Société Générale, ils avaient un éléphant devant les yeux avec le problème Kerviel, mais ils le voyaient pas. Il y avait une espèce de cécité attentionnelle parce qu'ils faisaient attention à certaines choses auxquelles ils avaient appris à faire attention. Et ce que cet ouvrage de Citon sur l'économie de l'attention nous démontrait, qui est assez intéressant, c'est que si on considère que l'attention devient une nouvelle monnaie, eh bien, pour que ça devienne une monnaie d'échange, il va falloir des règles. Déjà, il va falloir que les gens se mettent d'accord sur ce qu'est l'attention en termes de définition. Vous avez vu, il y a déjà 3 formes d'attention différentes. Ça peut être un peu imparfait, mais on a toujours démontré qu'on savait le faire. C'est comme ça qu'on a réussi à sortir de l'audience dans les médias, par exemple. Considérer que quelqu'un est exposé ou pas à une publicité, c'est une définition consensuelle sur le marché. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'elle soit juste, mais les gens sont d'accord sur la définition officielle. Donc ça, c'est le premier truc. Il va nous falloir une unité homogène sur laquelle les gens sont d'accord. Ensuite, il va falloir considérer que l'attention va capitaliser dans quelque chose. Des secondes d'attention des individus, finalement, ça va servir à quoi ? Potentiellement, pour les entreprises, l'idée, c'est essentiellement d'aller développer de la notoriété. Et puis, si on a une écoute active, potentiellement aller transformer cette notoriété en image de marque. Et puis, la dernière chose, finalement, ce sont des banques de monnaie attentionnelle. Là encore, ça pourrait être des médias. Aujourd'hui, les médias nous vendent de l'audience. On parle beaucoup de couverture, de répétition, de coût pour mille dans le digital. On va voir que finalement, avec le digital, petit à petit, ces notions sont en train de mourir au profit de nouvelles notions qui vont davantage intégrer ces logiques d'attention et, vous allez le voir, de l'émotion qui finalement est véritablement indissociable de cette logique d'attention. Alors, le digital, je vous en parle depuis le début de cette intervention. Effectivement, on se pose des questions parce qu'il a bouleversé beaucoup de choses, à tel point que face à cette sursollicitation d'informations, on a commencé à nous-mêmes mettre en place des logiques de filtrage. Je pense aux adblocks notamment. C'est-à-dire, trop de publicité, finalement, les algorithmes ne filtre pas suffisamment la publicité qui doit m'intéresser, donc je vais décider moi-même de la bloquer purement et simplement, ce qui est un véritable problème pour les entreprises. Au-delà de ça, si on envisage un monde du futur avec des objets connectés en réalité augmentée, imaginez si vous ne filtrez pas, c'est pas possible, vous devenez dingue, vous avez des sollicitations publicitaires toutes les 5 secondes parce que vous êtes à proximité d'une entreprise ou d'un magasin. Donc ça, c'est pas possible. On a du coup essayé de chercher chez Dentsu et Gis pour savoir en termes d'études ce qu'il en était véritablement sur ce cerveau. Est-ce qu'il est en train de muter ? Alors les premières études, ce sont des études déclaratives. On a posé la question aux gens. On a posé la question aux Français, est-ce que vous trouvez que tous ces outils numériques finalement sont plutôt positifs ou négatifs sur cette capacité d'attention ? Quand on pose la question aux Français sur eux-mêmes, ils sont à peu près 70% à dire « Bon, non, finalement, le numérique n'a pas un impact négatif sur ma capacité d'attention. » Mais là où le truc se twiste un petit peu, c'est qu'on a décidé de leur poser la question en disant « Ok, mais et sur vos enfants ?» Et là, pour le coup, on a un sentiment complètement différent où les parents nous disent que alors là, c'est une catastrophe.
que, vous voyez, à 73%, le numérique nuit à la capacité d'attention de leurs enfants. Je pense qu'ils pensent surtout capacité de concentration plutôt que véritablement d'attention, puisque là encore, on est dans des schémas pédagogiques qui restent sur l'ancienne école où je dois rester attentif à écouter le professeur. C'est un vrai challenge. Quand je rencontre d'autres enseignants-chercheurs, chaque début d'année, c'est le même sujet. C'est tous les étudiants sont sur Facebook, comment je fais pour qu'ils m'écoutent ? On interdit le smartphone au bac, ce qui est une aberration totale dans l'économie actuelle. On devrait au contraire apprendre à nos enfants à utiliser les ressources numériques pour aller produire de la valeur. Donc ça, c'est la première chose. C'est assez mitigé quand on pose la question aux parents sur eux-mêmes et sur leurs enfants. Si on pose la question aux profs eux-mêmes, donc je vous disais, ceux que je côtoie, moi, sont plutôt inquiets. Maintenant, là, on est, on va dire, sur de l'Amérique du Nord, du Canada, qui sont ceux qui ont fait le plus de recherches autour de l'attention. Vous voyez que les professeurs, finalement, à un peu plus de 80%, vous disent que finalement, toutes ces nouvelles technologies créent une génération de distraits. Ça, c'est vrai, mais qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là encore, il y avait un professeur dans les débats, dans les salles de classe, qui disait « Ah bah moi, j'ai trouvé la solution. J'interdis purement et simplement l'ordinateur en salle de cours. Comme ça, ils m'écoutent. » Tous les autres profs disaient « Tu peux pas, comment tu fais ça ? Aujourd'hui, les étudiants, ils prennent des notes directement sur leur PC, si ce n'est même pas sur leur smartphone. Tu peux pas interdire des outils numériques. » Donc oui, c'est une chance, mais on reconnaît que ça crée une génération de distraits. Bon. Si on veut véritablement essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, eh bien, on va coller ce cerveau dans une machine, on va aller réaliser des IRM, des électroencéphalogrammes, pour non plus cette fois-ci poser des questions sur le « je pense que », mais pour regarder véritablement ce qui se passe. Et donc, au fil du temps, on a regardé véritablement, cerveau gauche, cerveau droit, les émotions, l'attention, le rationnel, comment notre cerveau évoluait au fil du temps. Et là, c'est une statistique qui est très connue et qui pique un peu. C'est-à-dire que en 2000, notre cerveau avait une capacité d'attention d'à peu près 12 secondes. Nous sommes arrivés aujourd'hui à, vous voyez, en très peu de temps, à 2013, 8 secondes, ce qui est quand même 1 seconde de moins qu'un poisson rouge, en termes de capacité d'attention. Alors pour ceux qui ont vu le monde de Nemo, vous savez, un Dory, le poisson qu'oublie-touche en 2 secondes, 8 secondes. Ce 8 secondes, finalement, est utilisé également par les studios Pixar, par exemple. Quand vous parlez avec les créatifs de ces films Pixar, ils vous disent, quand on lance une nouvelle scène, il faut obligatoirement qu'il se passe quelque chose pendant les 8 secondes, sinon on les a perdus pendant facilement les 5 minutes qui suivent. Donc il faut une espèce de hook, comme on va dire dans la publicité, une espèce d'effet d'hameçonnage dès le début, pour vous garder un peu en alerte, parce que sinon, au bout de 8 secondes, vous êtes déjà parti sur votre smartphone à faire autre chose, parce que vous picorez. Alors, on peut se dire, mon Dieu, c'est moche, on a le cerveau d'un poisson rouge, mais en fait, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si on regarde cette étude et qu'on décortique ce qu'elle nous apprend, premièrement, déjà, elle nous démontre qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau des hommes et des femmes sur la capacité à faire plusieurs choses en même temps, contrairement à ce que voudrait bien dire la légende. C'est des questions d'éducation. Ça, on le démontre à travers cette étude. Mais ce qui est plus drôle, c'est il y a plusieurs constatations à regarder. Premièrement, c'est qu'entre les différentes catégories d'âge, finalement, il n'y a pas des écarts aussi importants que ça. Maintenant, il y en a quand même quelques-uns. Regardez notamment sur la dernière forme d'attention, la capacité à se concentrer, donc à avoir une attention soutenue. Vous voyez qu'effectivement, nos millennials, nos moins de 35 ans, sont ceux qui ont le plus de difficultés à conserver une attention soutenue longue. Maintenant, si vous regardez la capacité à faire plusieurs choses en même temps, cette capacité à jongler, à picorer, finalement, il y a 2 extrêmes. Les millennials pour lesquels ça va plutôt pas mal, et les plus de 55 ans qui vont plutôt pas mal aussi. Finalement, c'est plutôt l'entre-deux qui a des problèmes avec ces nouveaux outils numériques. Les jeunes, ils sont tombés dedans. Ils ont un peu l'habitude de picorer, de switcher et effectivement de faire plusieurs trucs en même temps.
là encore, dans le débat dans la salle de classe avec le prof qui avait l'impression que l'élève au fond là, qui parlait en se marrant, n'écoutait absolument pas et qui s'énervait en disant « Mademoiselle, qu'est-ce que j'ai dit ?» et qu'elle était capable de lui citer exactement mot pour mot la phrase qu'il venait de dire alors qu'elle était retournée à parler avec une copine. Donc cette capacité à faire plusieurs choses en même temps, peut-être qu'effectivement les moins de 35 ans l'ont acquis grâce au digital. Et puis des plus de 55 ans qui finalement sont un petit peu moins impactés aussi par les outils numériques que le sont les millennials. Donc c'est un peu cette génération d'entre-deux, de 35-55 ans, qui sait pas trop comment jongler, comment utiliser ces outils qui seraient le plus enquiquinés finalement. Mais la bonne nouvelle, finalement, c'est que si le cerveau vagabonde, ce que l'étude démontre, donc là encore, je suis désolé, il y a beaucoup de textes, vous pourrez regarder ça à tête reposée sur le connecteur. Finalement, ce que cette étude démontre, c'est que on a des moments d'attention qui sont certes de plus en plus courts, mais qui sont de plus en plus intenses. Si on veut que ça fonctionne, il va falloir effectivement apprendre à concentrer nos messages sur des durées plus courtes. Quelque part, la conférence de ce soir est déjà une aberration. J'aurais déjà dû terminer mon message et vous dire, voilà, vous savez ce qu'il faut savoir. Si vous voulez savoir d'autres choses, allez le lire vous-même. On va quand même le garder effectivement un petit peu à l'ancienne, mais je vais essayer de faire vite. Donc il faut effectivement travailler sur des formats beaucoup plus courts et jouer avec cette nouvelle capacité du cerveau à picorer. Par exemple, sur des marques qui utilisent des seconds écrans face à des publicités à la télé. La bonne vieille publicité de 30 secondes à la télé, c'est fini. Ça ne peut plus marcher, c'est impossible. Donc il faut jouer avec ça, il faut travailler avec ça, mais ça veut dire que très rapidement, toute une industrie de la communication doit apprendre à évoluer. Alors, comment on fait, notamment chez Dentsu Aegis, pour essayer d'intégrer ces évolutions très très rapides, alors que la plupart des agences de pub continuent à vouloir faire des films de 30 secondes à la télévision? Eh bien, on s'est posé la question des différentes étapes, on va dire d'un point de vue scolaire séquentiel, pour arriver à l'efficacité de la communication. Je vous les affiche là sur la gauche de l'écran. Première chose, pour qu'il se passe quelque chose, il faut bien sûr qu'un individu soit exposé à votre message. Si il passe pas, par exemple, devant votre affiche, il risque pas de la remarquer. Et la remarquer, ça va être relié, et c'est la deuxième chose, à la visibilité. Le nombre de gens qui vont passer devant votre message peut être exactement le même si vous décidez d'afficher un timbre-poste ou si vous décidez d'afficher une bâche de 200 mètres carrés. L'audience sera exactement la même. Donc le premier niveau bouge pas, le deuxième en termes de visibilité, bon voilà, pour être un peu trivial, quoi qu'on nous dise, oui, la taille, ça compte. Troisième chose, l'attention, souvent on a tendance justement à l'oublier, parce qu'on va directement aller switcher sur le souvenir publicitaire. Si vous regardez toutes les boîtes d'études qui ont fait une petite fortune sur des post-tests publicitaires comme ça, des taux de reconnaissance, de souvenirs publicitaires, le bêta de Morgenstern sur la mémorisation pour ceux qui se souviennent de ça, on constate qu'effectivement les gens se souviennent, mais on ne s'est pas posé la question pourquoi. Ils sont passés devant, le truc était visible, donc mécaniquement ils devraient s'en souvenir. Eh ben non. Justement, ces nouvelles logiques sur le digital font qu'on creuse un petit peu plus sur cette capacité d'attention qui n'est pas forcément liée à la visibilité, et puis surtout l'émotion, ce que les psychologues vont finalement appeler la perception du message. Quand vous ajoutez l'attention et l'émotion, vous arrivez à cette perception. Il y a des choses qui peuvent également faire qu'on va se souvenir davantage d'un message, par exemple la capacité d'interactivité avec ce message. Je peux toucher, je peux cliquer, je peux voter, il peut y avoir une voie de retour. Finalement, ça va marquer mon cerveau de manière un petit peu plus prolongée, et ainsi de suite. Ça me donne envie, je vais aller tester. Après, je peux très bien avoir envie de découvrir un produit ou de goûter un produit alimentaire. Je vais le goûter parce qu'il y a un essai dans le long et puis finalement, j'aime pas le produit, donc je ne l'achète pas. Donc en fait, le chemin vers l'efficacité en termes de vente ou en termes d'image de votre communication, vous voyez qu'il est quand même très long. Et face à chacune de ces étapes séquentielles scolaires vers l'efficacité, finalement, il y a différents types de notions que le monde de la communication a développées.
Vous voyez, on va vous parler effectivement d'audience sur le premier niveau, comme je vous le disais tout à l'heure. Sur le deuxième, c'est quasiment une capacité inconsciente à remarquer. Est-ce que j'ai le temps de remarquer si le format est visible, et ainsi de suite. Je vous parlais de score de reconnaissance, etc. Bon. Vous allez pouvoir, pour optimiser finalement votre attention, travailler sur deux types de leviers. Des leviers qui vont être des leviers sur du média, et des leviers qui vont être sur ce que vous mettez sur ce média d'un point de vue création. Bon, alors très bien. Par exemple, pour aller optimiser le ciblage de vos individus, vous allez pouvoir travailler sur ce qu'on appelle de l'audience planning. On en a déjà parlé lors de ces afterwork numériques. Les logiques de programmatique, le fait que ça devient tellement complexe de déterminer véritablement le profil d'un individu qu'on va laisser cette tâche à des machines qui vont finalement aux enchères déterminer quelle peut être la valeur d'un individu pour aller lui servir une bannière publicitaire. Donc là, je travaille sur l'audience, le fait que j'ai exposé le message à des personnes a priori qui m'intéressaient. Mais ensuite, là encore, je peux très bien aller servir un tout petit format en digital ou un format très très événementiel. Ça va être la visibilité. Donc là, vous allez avoir des possibilités de personnalisation, par exemple, du média pour attirer davantage l'attention. Et puis ainsi de suite, tout au long. Par exemple, si vous voulez marquer davantage l'esprit, il y a plusieurs possibilités. Soit je fais bah! Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est le truc que je vous ai réveillé. Ou alors je murmure comme ça pendant 4 heures. Ça va me prendre à peu près la même énergie qu'aller gueuler comme ça, mais c'est le même truc. En termes d'énergie dépensée, c'est peut-être la même chose, sauf que l'effet sur vous, c'est pas du tout le même truc. C'est un peu comme un coureur de fond qui aurait sa petite bouteille d'eau là. Alors soit il a très très chaud et il se verse la bouteille d'eau sur lui, donc ça le rafraîchit pendant un moment, sauf que 5 minutes après, il a encore chaud. Et le marathonien qui a bien compris que sa petite bouteille d'eau, il va devoir l'optimiser pendant 2 heures. C'est la même bouteille de flotte, hein. Sauf que voilà, l'usage va être complètement différent. En communication, c'est pareil. Modifier la perception d'une marque, si je vous gueule dessus une fois comme ça, et vous dire, il est pas bien lui. Puis c'est bon, dans 5 minutes, vous aurez oublié le truc. Sauf que si je vous fais la torture chinoise, vous savez, la goutte d'eau qui tombe très très régulièrement, ça rend dingue. Donc, influencer la perception d'une entreprise, d'une marque sur son image, c'est quelque chose qui va plutôt devoir s'inscrire dans la durée. On va appeler ça du recency planning, etc. Si vous voulez influencer l'essai, vous pouvez faire de l'échantillonnage. Bon. Si vous voulez aller travailler sur la création, vous pouvez par exemple dire attention, c'est une offre limitée dans le temps, dans 2 jours il n'y en aura plus. Ça incite les gens à se dire c'est maintenant ou jamais, il faut que j'agisse. Le fait que des images bougent par rapport à des images statiques, je pense à de l'affichage digital par exemple, le mouvement de manière innée va capter votre attention. Voilà, c'est comme ça, c'est de l'attention sélective. Ça fonctionne sur ce bon vieux levier. Maintenant, regardez sur les fameuses lignes émotion et attention. On peut se dire finalement, d'un point de vue création, si je veux davantage jouer sur les émotions, l'attention avec de la créa, il faut que je joue sur les sens. Ça, les agences de pub le savent. Plus vous allez avoir un nombre de sens parmi vos 5 sens qui seront mis à contribution, plus votre cerveau s'en souviendra. Par exemple, si vous faites une publicité pour un parfum, le fait de mettre un petit scent strip dans le magazine ou d'avoir un petit pchit dans le panneau abribus qui vous fait la publicité va jouer sur un sens nouveau. Ou si vous ajoutez du son en plus d'une affiche, ça va normalement avoir un impact mémoriel un petit peu plus important. Mais voyez finalement que il y a pas mal de choses sur lesquelles on a des trous. Travailler sur l'émotion dans les médias, on sait pas trop faire. Aujourd'hui, on va parler de pertinence contextuelle du message. Vous allez voir que grâce à l'intelligence artificielle, finalement, peut-être qu'on peut progresser. Mais là où ça commence à devenir très compliqué, c'est que quand une marque travaille avec ses conseils sur ces sujets-là pour essayer de mesurer véritablement qu'est-ce qui a fonctionné, parce que si les ventes ne sont pas en rendez-vous à la fin, il faut trouver un coupable. J'ai dépensé de l'argent pour de la communication, j'ai pas fait le business que j'espérais faire, qu'est-ce qui s'est passé ? Il peut se passer plein de trucs tout du long. Et du coup, on va suivre tout un tas de KPIs. Est-ce qu'il y avait un problème sur l'audience au départ ? On n'a pas touché notre bonne cible. Est-ce qu'on avait un problème de visibilité ? Est-ce que les gens ont effectivement cliqué ou pas ? Est-ce que la création a été jugée suffisamment incitative, etc. Mais finalement, sur l'attention aujourd'hui, on ne le mesure pas. Je vous ai proposé un KPI qui, semble-t-il, s'impose
récemment, notamment dans les pays anglo-saxons, je reviendrai dessus, le fameux CPH qui serait en train de tuer le CPM, le fameux coût pour 1000, puisque pendant des années on a fait de la communication en essayant d'optimiser le coût pour toucher un maximum d'individus qui nous intéressaient. Bon, alors comment on fait ? Comment on fait pour stimuler cette attention ? Regardons déjà d'un point de vue digital comment ça marche. Il y a beaucoup de sociétés, de régies qui vendent du digital, qui viennent nous voir en disant « Mon format est le meilleur ». Et j'ai fait plein d'études pour vous le démontrer. Bon. Alors avec les équipes d'Emilie notamment, on regarde tout ça. Il y a des formats qui sont standards, qui sont normés dans le digital. C'est l'Internet Advertising Bureau, l'IAB, qui travaille là-dessus. Et vous voyez, ils ont même des noms en fonction de leur format. Bon. Puisque je vous le disais tout à l'heure, plus c'est grand, plus normalement ça se voit, on pourrait se dire les formats les plus impactants sont ceux qui vont être les plus grands. Eh ben non, ça marche pas forcément comme ça, parce que quand vous vous baladez sur Internet, notamment, vous scrollez une page. Donc si vous avez une bannière qui est complètement haut et que vous commencez à scroller la page, très rapidement ce format disparaît, alors qu'un format qui lui sera vertical sera visible plus longtemps lors de votre surf. Et cette logique de longtemps, finalement, vous allez voir, est assez importante. Donc on pourrait se dire, on va regarder, on va benchmarker l'efficacité de l'ensemble de ces formats en termes de visibilité. On a des sociétés qui sont nos partenaires qui travaillent sur ce sujet. Je pense à IAS notamment, Integral Ad Science, qui pour nous sont les gens qui font le plus d'études intéressantes sur le digital. Et voyez, on a classé les différents formats en termes de taille. Alors vous voyez, sur la visibilité, on peut se dire, oui, plus c'est grand, plus c'est visible. Sauf que vous voyez, les deux formats qui sont à l'extrême là, ont exactement le même taux de clic. Donc quand je vous disais que le truc était scolaire, c'est un peu faux. C'est pas parce que le truc est forcément visible qu'il va avoir la même capacité d'interaction avec le public. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas je vais faire un truc grand, je vais faire un truc impactant, les gens vont cliquer et ainsi de suite, ça va se dérouler tout seul. Non. Il faut essayer d'optimiser tout ça à différents moments. En plus, on nous démontre, notamment les gens qui sont contre YouTube, sur la publicité en pré-roll, vous savez, c'est agaçant. Alors oui, il y a 80% des gens, quand une publicité en pré-roll arrive sur YouTube, ils cherchent à skipper l'annonce. Donc la fameuse petite croix ou ignorer l'annonce pour pouvoir skipper. Oui, sauf que manque de chance, tous ceux qui vous disent « donc, ce n'est pas efficace » puisque les gens veulent zapper votre publicité. Eh ben non. C'est-à-dire qu'en fait, en termes d'efficacité, si vous regardez sur du souvenir publicitaire, ce qu'on va appeler cette vidéo in-stream, puisque c'est comme ça que ça va s'appeler, par rapport à d'autres logiques, in-banner, etc., oui, ça agace. Mais finalement, le fait que ça agace, peut-être que votre cerveau, à un moment, il est quand même se dire, c'est quoi ce machin ? Mais j'en ai rien à foutre de ça. Et vous skippez. Mais souvenez-vous ce que je vous disais, 8 secondes. Déjà, des pré-rolls de 8 secondes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont encore plus longs que ça. Mais finalement, utilisons cet enseignement pour être un peu plus intelligent et proposer du pré-roll soit marrant, soit court, parce qu'on le sait qu'effectivement, les gens n'ont pas envie de se manger 30 secondes de publicité avant d'aller chercher un contenu qui les intéresse. Et si on regarde toutes ces études qui nous sont proposées par les uns les autres, les TIDS, qui proposent une technologie d'affichage de vidéos directement dans le corps de votre navigation, et puis la vidéo disparaît une fois que vous l'avez vue, qui vous dit c'est moi le plus efficace. Des YouTube qui vous disent mais vous pouvez acheter du TrueView. Donc vous pouvez décider, alors c'est beaucoup plus cher, mais d'acheter des gens qui vont regarder votre publicité en intégralité, si c'est ce que vous voulez, c'est un format qui est proposé. Vous allez avoir des gens comme Facebook ou des gens comme WhatsApp qui vous revendiquent 10 milliards de vidéos vues chaque jour sur leur plateforme. Oui, ce que vous avez vu comment vous scrollez sur Facebook, est-ce que vous vous arrêtez vraiment effectivement sur les vidéos ? Les gens d'Instagram vous disent mais c'est pas grave, la démo d'Instagram elle est hyper bien faite, ils commencent leur présentation en montrant une espèce de flash, ça dure mais une fraction de seconde sur une audience comme vous, sur l'écran, puis ils disent voilà, qu'est-ce que vous avez vu ? Et la quasi-totalité des gens dans la salle est capable de dire c'était un van vert devant un lac avec une table de camping à côté, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde c'est bon, mon cerveau il a vu, il a compris. Et cette logique de snacking dans l'attention dont je vous parlais, finalement, on s'éduque à ça à force de
de manger des réseaux sociaux où on scrolle comme ça sur Instagram, je vois, je like pas. Je décide finalement de faire cette attention en très très peu de temps, et plus je suis un nombre de personnes important, plus je peux aller loin dans cette capacité qu'a mon cerveau à surfer. Donc c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, nous, on ne sait pas trop à quel sein se vouer, parce que tout le monde nous dit je suis le meilleur, avec des études, avec des méthodologies différentes à la clé, et bien sûr elles sont toutes contradictoires. Donc, pour être trivial, c'est le bordel, et on a décidé de mener notre propre recherche chez Dentsu pour pouvoir aider au mieux nos clients dans cette espèce de jungle du c'est moi le meilleur face à l'attention. Alors avant de vous parler de ce qu'on a décidé de mettre en place en termes d'études, on va déjà regarder comment, dès aujourd'hui, vous tous dans la salle, vous avez la possibilité d'optimiser l'attention de vos publics face à vos messages. Je vous l'ai dit, il y a deux possibilités, soit des médias de la technologie, soit de la création. Commençons, si vous le voulez bien, par des leviers créatifs pour stimuler l'attention de vos publics. Je vous ai parlé d'une capacité à réduire les messages puisque les gens ont une attention courte mais intense. 8 secondes, c'est même déjà trop. Si vous regardez les standards, les formats qui sont proposés sur du Snapchat par exemple aujourd'hui, les marques qui viennent communiquer sur cette plateforme sont plutôt sur des formats, on va dire, aux alentours de 3-4 secondes. Et donc ça, c'est un vrai challenge créatif, mais qui est assez intéressant, puisqu'on commence à voir des messages vidéo de quelques secondes. Ceux qui se souviennent de Feu Vine à l'époque, en 6 secondes, c'était déjà un travail créatif intéressant, mais ça correspond mieux à la manière dont on a envie de jouer avec les marques. Et d'ailleurs, jouer avec les marques, c'est bien comme ça qu'il faut utiliser ces nouvelles plateformes. Là où on se plante, c'est si on veut partir d'un spot de 30 secondes et le mettre en 10 fois moins de temps. Là, c'est sûr, si vous voulez faire passer la même quantité d'informations en 3 secondes qu'en 30, vous allez avoir des problèmes. Mais il faut effectivement choisir, voir ce qui est véritablement important pour vous. Et du coup, histoire de faire passer du temps, si c'est le temps qui est la chose la plus importante sur l'engagement par rapport à ce qui est proposé par les marques, eh bien arrêtons de faire des publicités classiques où on dit qu'on est le meilleur, le plus beau, le moins cher, et proposons aux gens de passer du temps avec notre marque. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, les gens ? Ils ont envie de s'amuser. Et finalement, la réponse pour les profs, elle est peut-être là-dessus. Il y a d'autres théories dont j'ai pas le temps de parler là ce soir, mais qui démontrent que finalement, la meilleure logique éducative, eh bien, c'est le jeu. Et utiliser des outils numériques pour faire apprendre des choses à travers du jeu, ça peut être intéressant. Mais voyez comment des marques, à travers des filtres ou des lentilles, qui certes coûtent un bras, mais qui amènent des engagements absolument colossaux en termes de volume de personnes qui partagent la manière dont ils ont pu jouer avec ces marques ou avec ces filtres ou ces lentilles géolocalisées. Un petit exemple, là, par exemple, avec du Nescafé, ça proposait de transformer votre tête en tasse de café. On peut se dire, oh là là, mais c'est quoi l'intérêt de ce truc ? L'intérêt de ce truc, c'est que ça fait marrer, quoi, et que les gens le font et que les gens partagent leur tête en tasse de Nescafé, quoi, et que vous avez finalement, pour le budget que vous avez investi, une capacité d'attention sur la marque Nescafé autour de certaines valeurs un peu ludiques qui sont intéressantes. Donc ça, c'est une première possibilité. Il faut s'adapter aux plateformes digitales. C'est elles qui guident les codes de l'attention. C'est pas à vous d'essayer d'imposer des bonnes vieilles recettes sur ces nouvelles plateformes. Ensuite, vous pouvez décider de partir dans des codes créatifs complètement en rupture avec ce qu'on nous a toujours appris qu'il fallait faire. Vous avez là, par exemple, l'un des spots de télévision les plus longs du monde. On peut se dire, mon Dieu, ce que c'est ennuyeux. Alors, en plus, il n'y a quasiment pas de son. Vous entendez des petits oiseaux qui chantent. C'est une publicité pour un pot de peinture pour repeindre donc ces barrières dans le jardin. Et la promesse du truc, c'est de dire, en fait, avec ce pot-là, en moins de 3 minutes, vous êtes capable de repeindre toute votre rambarde. Du coup, il le prouve. C'est-à-dire que le spot dure 3 minutes. Pendant les 3 minutes, le mec, il débute, il commence à peindre son truc, et au bout de 3 minutes, à la fin du spot, où déjà vous vous dites, mais c'est bizarre, la télé, elle est allumée, là, ça marche plus ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe, le son ? Ah si, ça marche. Qu'est-ce qu'il fait, le gars ? Il y a un truc qui attire votre attention parce que c'est pas normal. Bon, donc là, par exemple, dans la télévision, c'est au lieu de faire un truc super court, vous faites un truc super long. Donc là, vous aurez un peu moins de répétition, parce qu'en termes de budget, ça va vous coûter un peu cher, mais ça peut fonctionner. Même exemple sur ce qu'il faut absolument pas faire. Là, vous êtes en affichage 4x3 sur les quais du métro parisien.
On nous dit qu'en affichage, on n'a pas le temps. Il nous faut quelques fractions de secondes. Moi, j'aime bien dire finalement que l'affichage, c'est un peu l'Instagram de la rue. Pareil, on balaye des messages comme ça, en quelques fractions de secondes, on a compris. Vous voyez le pavé de texte qu'ils ont foutu? Sauf que ils ont joué une logique de proximité en disant bonjour, ça va bien, c'est chiant hein, d'attendre son métro, bah ouais, comme vous, machin. Et on a vu des gens qui laissaient passer le métro pour finir de lire le truc parce que finalement ils s'étaient pris au jeu. Donc là pareil, on casse les codes et finalement ça peut bien marcher. Je vous parlais d'interactivité tout à l'heure. Là encore des exemples digitaux qui fonctionnent sur ces logiques d'interactivité. Vous avez par exemple en haut à gauche une publicité qu'on avait fait chez Dentsu au UK. On avait synchronisé en fait le passage des avions avec une vidéo où le petit gamin sur l'affiche se levait et montrait le ciel en disant regardez c'est l'avion British Airways 480 qui va à Sao Paulo. Et donc à chaque fois qu'il y avait un avion qui passait au-dessus de cette énorme affiche digitale, eh bien les gens voyaient quelle était la destination des gens dans l'avion. C'est une campagne qui a gagné beaucoup de prix parce qu'effectivement ça interpellait les gens. Sur le haut à droite, vous avez une campagne où en fait plus les gens sont attentifs à l'affiche, plus les ecchymoses sur le visage de la femme disparaissent. Il y a un petit capteur, en fait, une petite caméra en haut sur cette affiche, qui capte le nombre de personnes qui sont effectivement attentives. Et vu que le concept de cette campagne, c'était ne détournez pas l'attention face à la violence faite aux femmes, plus des gens portaient une attention sur ce panneau, plus les cicatrices de cette jeune femme disparaissaient. Et ainsi de suite, c'est des exemples comme ça. Vous avez par exemple en bas à gauche une connexion en live qui est faite à plusieurs milliers de kilomètres dans une gare, avec une personne qui est capable c'est pour un office du tourisme, de parler avec un gars qui est dans la région des Grisons, à 2000 km de là, qui dit « Viens chez moi, tu vas voir, c'est une super belle région, etc. » Bon, les gens se prennent au jeu et du coup passent du temps. Toujours sur les contenus, je vous parlais de jeux tout à l'heure. On a notamment un client chez nous qui s'appelle Enodo qui travaille sur ces sujets d'éducation, d'attention et de nouvelles technologies. La réalité virtuelle qui est un peu entre la technologie et la création, finalement est aussi une solution intéressante pour que des gens aillent passer du temps et, puisque c'est du jeu, et une attention soutenue face à quelque chose. Donc il y a quelques marques, BMW par exemple, qui l'ont testé comme ça, à faire non plus des spots publicitaires de 30 secondes, mais là encore on est sur des véritables chefs-d'œuvre de 5 minutes, en réalité virtuelle 360, vous vous immergez dans l'univers de la marque, on va proposer quelque chose de très qualitatif et d'un peu moins retape commercial, quoi, on va dire. Bon, ça c'est des petits leviers créatifs tout bêtes, mais voilà, qu'il faut pas hésiter à les adapter déjà aujourd'hui face à cette réalité digitale. Et puis si on regarde les nouveautés technologiques et médias qu'on peut utiliser, bon bah je vous parlais de l'effet de la taille, c'est ce que Clear Channel par exemple a décidé de mettre en place dans un centre commercial à Nice. Vous avez un véritable effet waouh à travers ce format très très immersif. Vous pouvez même marcher sur ces LED, donc vous êtes vraiment complètement immergé dans la création et c'est tellement grand qu'à un moment bah, vous y portez attention. C'est un peu également ce que vous allez trouver sur le centre commercial des 4 temps, où vous avez quand même le plus grand écran digital d'Europe qui est en France, à Paris, à la Défense. Donc oui, ça attire l'attention parce que c'est monumental. À la télévision, il y a différents tests qui ont été menés, notamment M6 qui est assez pionnier sur ce territoire de l'attention. Il y a notamment les fameux mid-break sectoriels. C'est quoi un mid-break sectoriel? En fait, c'est ce qu'ils appellent un amorçage sémantique pour votre publicité. Donc là encore, on va pas être sur du 30 secondes, on essaye plutôt de faire du 20 secondes ou moins, mais l'idée c'est de vous conditionner avant la publicité avec un petit jingle M6, donc vous allez retrouver un M et un 6 qui va se balader, mais dans un univers contextuel lié à la marque. Si vous voulez vendre de la bouffe par exemple, eh bien on va positionner ce petit logo, vous voyez comme ici, sur un plan de travail dans une cuisine avec des tomates, des couteaux qui bougent, etc. Et bizarrement, on arrive à démontrer que cet amorçage sémantique fait que votre publicité derrière est davantage remarquée que si elle était noyée dans un flot de publicité, dans un tunnel de pub continu. Vous voyez, on a un niveau d'attention qui est supérieur de 25% grâce à cet amorçage par rapport à une publicité classique. Ils ont essayé d'autres choses également chez M6, qu'ils appellent les écrans publicitaires contextualisés. Là, c'est un petit peu plus subtil, mais là encore, les études le semblent démontrer qu'en termes d'attention, ça fonctionne bien. Par exemple, vous regardez
le meilleur pâtissier. La coupure pub pendant cette émission dédiée à la pâtisserie, vous n'allez trouver que des marques qui sont dédiées à de l'alimentaire. Pas de publicité de banque, pas de publicité pour de la SNCF ou autre chose, c'est que de la bouffe. À dire, si vous regardez cette émission, a priori ça vous intéresse, en particulier la pâtisserie. C'est un peu l'effet magazine. Quand moi je vendais, à l'époque quand je travaillais dans la presse et que je vendais du L, mes amis me disaient, mais t'as pas honte de vendre ce magazine, c'est un bottin de pub. Il n'y a que de la pub là-dedans. Bah oui, mais tous les terrains qualitatifs qu'on faisait avec les lectrices de L nous disaient, bah ouais, mais c'est presque plus de la publicité, c'est de l'information sur des marques qui m'intéressent parce que j'ai un effet contexte dans le magazine. Je m'intéresse par défaut à des produits mode beauté. Je sais que dans L, je vais pas avoir une publicité pour du BTP. Et a priori, c'est plutôt des publicités féminines. Bon bah, si j'adapte ça à la télévision, plutôt que d'avoir des tas de pubs complètement différentes qui sont ciblées, on va se dire, bon bah ok, je vais avoir pendant Télématin le Mont-Escalier Stana, et parce que voilà, je m'adapte à mon audience. Eh bien, on se dit, non, en fait, c'est plutôt, si j'ai une émission autour de l'auto, eh bien, pourquoi pas proposer uniquement des messages liés à l'auto, parce que ça va intéresser les gens. Et puis, il continue à innover comme ça sur des nouveaux formats qui n'existaient pas. Par exemple, sur le replay. Quand vous mettez en pause une émission en replay pour aller faire une petite pause pipi, bah, dans le temps, vous appuyez sur le bouton pause et puis l'image se frisait sur l'image où vous étiez et puis vous revenez, ça n'avait pas bougé. C'est ballot. On aurait pu mettre une pub là. Eh ben ça y est. Et ça s'appelle du breakvertising. La publicité qu'on va vous servir, là encore, va plutôt être contextualisée et on est plutôt dans de l'audience planning. Mais là encore, bizarrement, ça marche mieux qu'avoir une publicité noyée dans un flow. Si elle est en plus bien servie en fonction de votre profil, le fait, voilà, c'est la pause, vous revenez, vous trouvez pas ça intrusif, vous avez une petite marque qui est là et vous allez reprendre la lecture de votre programme. Les gens finalement aiment bien ce type de choses. Autre possibilité grâce aux nouvelles technologies pour capter l'attention, ce qu'on va appeler, alors c'est la même chose, de la publicité en format adaptive ou en RTA, Real Time Advertising, ça s'est proposé depuis, on va dire, un petit peu moins d'1 an. C'est la capacité que vous allez avoir d'intégrer dans votre spot des éléments en temps réel. C'est pas simplement se dire, alors qu'on est au mois d'octobre et que je m'appelle Neutrogena et que j'avais prévu une campagne pour une crème anti-gerçure alors qu'il fait 30 degrés, c'est ballot. C'est pas juste ça. C'est de se dire, bon, bah, en temps réel, par exemple, vous avez une publicité pendant la coupure pub sur un match de foot, eh bien, vous allez intégrer dans le spot de pub les résultats du score. À dire allez les bleus, plus qu'un but pour pouvoir vous remettre dans le score, etc. Jusqu'à 20 minutes avant la diffusion, on est capable techniquement comme ça d'aller faire une publicité qui va aller intégrer des éléments temps réel. Et puis si on pousse le truc même encore un petit peu plus loin, eh bien finalement, les machines et l'intelligence artificielle peuvent nous aider à trouver la meilleure combinatoire possible pour aller proposer des messages intéressants. Donc le native advertising, je pense que vous connaissez, c'est la capacité à aller utiliser les codes d'un magazine pour les détourner parce que vous avez l'impression que c'est des journalistes qui finalement ont fait un reportage sur une marque. Eh bien en digital, si vous utilisez cette hyper-contextualisation du message avec une compréhension de l'environnement sémantique de la page, vous commencez à avoir des choses qui sont vraiment intéressantes. C'est-à-dire vous ne servez plus simplement la publicité à se dire bon bah c'est exactement l'individu que je veux toucher, ce qui peut nous amener, comme je dis toujours, à par exemple envoyer une publicité pour BMW en plein milieu d'un contenu pornographique en disant bah si ta cible elle est là. C'est-à-dire, ouais mais j'ai pas envie d'être autour de ce contenu-là, moi ça me va pas. Donc de se dire je vais regarder d'une part ma navigation et ensuite la page sur laquelle je me trouve, pour aller adapter le contenu de ma publicité avec le contenu de la page. Et du coup, il y a une acceptation qui est quand même beaucoup plus intéressante. Tout ça se faisant grâce à des machines en temps réel. Et là encore, on démontre que ces formes de publicité natives assistées par de l'intelligence artificielle sont beaucoup plus efficaces en termes d'attention que les autres. Et c'est encore testé en ce moment. Par exemple, IBM, avec son intelligence artificielle Watson, qui essaye d'utiliser de l'intelligence artificielle pour proposer du placement de produits. Ça a été testé par exemple par Campbell Soup, en demandant aux gens, en fonction de la météo, en fonction de leur géolocalisation, en fonction de ce qui leur reste dans le frigo, eh bien ce robot va être capable de proposer la meilleure recette de cuisine possible. Les gens trouvent ça génial. C'est du service. Et pour autant,
ça permet d'aller placer des marques et pas dans une logique très très publicitaire. Chez Twitter, ils vont vous dire aussi que la plateforme augmente l'attention et en particulier sur la télé. Attention quand même à ça, parce que le nombre de gens qui sont effectivement engagés sur du Twitter en même temps qu'ils sont sur la télévision, c'est à peu près 6% des audiences. Donc oui, Twitter améliore la capacité d'attention, mais sur une partie du public qui reste quand même très très faible en termes de volume, donc c'est un petit peu compliqué. Et du coup, une fois qu'on a compris tout ça, par exemple, on va essayer d'intégrer dans des intelligences artificielles la compréhension de la page, la compréhension du surf, la compréhension de tout un tas de données, de géolocalisation, de météo, etc. sur l'individu, pour proposer ce qu'on appelle chez Dentsu de l'intelligent content. C'est-à-dire plus simplement aller faire de l'audience planning, mais vraiment essayer d'utiliser toutes les datas qui sont disponibles pour que les personnes n'aient pas l'impression d'être spammées par de la publicité, mais qu'enfin on nous propose des publicités qui nous intéressent. Et puis le truc assez drôle quand même, moi j'aime bien, ça me fait rire. En 2005, j'avais encore des cheveux à cette époque-là, on avait sorti un truc sur CB News, on avait fait la couverture de CB News, on avait sorti le premier modèle qui expliquait pourquoi les gens se souvenaient d'une affiche publicitaire. Il y avait 1000 variables, c'est hyper compliqué, parce que les gens disaient c'est facile, hein, faire une affiche impactante, tu fais une affiche en noir et blanc avec une femme nue et un bébé chien, et ça marche. Ok, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc on s'est fait descendre, mais vraiment descendre par toutes les agences de pub qui disaient n'importe quoi, aller étudier comment une publicité fonctionne, alors qu'on fait de l'art, nous monsieur. En gros, vous êtes en train de nous dire avec votre machine là, qu'un Botero, c'est moins bien que la Joconde. Mais vous êtes complètement taré. Eh bien, c'est même qui disaient à l'époque que j'étais complètement taré à essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des gens. Je pense à des gens comme Tapiro, par exemple, publicitaire bien connu, qui vient de lancer cette agence qui s'appelle Datacalab. Eh bien, commence à barder les gens de capteurs. Je vous parlais d'électroencéphalogramme tout à l'heure. On n'est pas loin de ça. Pour finalement prétester des publicités d'un point de vue émotionnel, parce qu'ils ont réussi à démontrer que finalement l'attention, elle était très très liée à cette logique d'émotion. On peut vous acheter toutes les publicités du monde, si votre copie elle est plate et qu'il ne se passe rien d'un point de vue émotionnel par rapport aux gens que vous voulez toucher, ça ne marchera jamais. Et donc du coup, ils utilisent de la science pour essayer de prétester si ça va marcher ou pas d'un point de vue émotion. Alors qu'ils étaient complètement réfractaires à ça, nos amis publicitaires. Et en termes de technologie, on peut se dire, oh là là, mais c'est hyper compliqué de barder des gens de capteurs dans un laboratoire. Alors oui, on peut le faire comme ça, mais il y a d'autres technologies qui nous intéressent. C'est ces fameuses petites webcams que vous avez sur à peu près tous vos devices connectés. Qu'il s'agisse d'un smartphone ou qu'il s'agisse d'un laptop, vous avez ces petites caméras qui vous permettent de faire du Skype, etc. Eh bien, ce qu'on a décidé de faire, par exemple, il y a plusieurs mois maintenant chez Dentsu et GIS, sur notre département programmatique, c'est de demander à des gens leur autorisation de se faire filmer pendant leur navigation. Donc, s'il n'y a que 2-3% des gens qui acceptent, on va se dire c'est pas beaucoup, mais sur des millions et des millions de personnes qui surfent sur les publicités de nos clients, finalement, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, grâce à des technologies de reconnaissance faciale, on est capable finalement aujourd'hui de traquer certaines émotions. Finalement, c'est pas très très compliqué les émotions. Il y a beaucoup de combinatoires. Vous avez 5-6 émotions principales. Tout le reste, c'est des déclinaisons ou des associations. Et finalement, on est capable, grâce à ce type de technologie, de regarder en temps réel quelle pourrait être la réaction des gens face à une publicité. Et s'il se passe quelque chose, d'aller optimiser effectivement la diffusion de cette publicité sur des jumeaux. S'il se passe quelque chose sur moi, puisqu'on connaît de l'information sur moi, on va aller chercher des gens qui me ressemblent pour aller optimiser la diffusion de mon message sur ces gens-là. Là encore, avec l'autorisation des gens dans ce panel. Mais voyez, on est capable comme ça d'aller mesurer une capacité d'engagement, de rétention, d'attraction et d'optimiser en fait toutes ces émotions-là. On n'a pas été capable de le faire avec des boîtes françaises. On a été obligé d'aller chercher cette technologie en Angleterre. Ça a été très très long d'un point de vue juridique pour réussir à sortir cet outil, mais on en est assez fiers et ça fonctionne de manière assez redoutable. Et l'étape d'après, c'est de réussir à convaincre nos clients qu'il existe bien un lien direct entre l'attention, l'émotion et l'efficacité en termes de trafic, l'efficacité en termes de notoriété ou d'image
de ces messages par rapport à tout ce que je vous disais en termes de KPI tout à l'heure. Donc on avance vers ça et c'est une espèce de grosse tendance dans beaucoup de médias. Vous avez en affichage par exemple Clear Channel qui a travaillé avec une technologie pareille de reconnaissance faciale et d'eye tracking pour prétester la capacité émotionnelle de leurs affiches avant que vous décidiez de les mettre dans la rue. Et même le truc ultime avec l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est ce qu'on a testé là encore dans les rues de Londres, là encore avec Clear Channel. On bosse aussi avec Deco, je tiens à vous rassurer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on teste une affiche, mais les éléments créatifs sont tous des éléments assemblés. La couleur du fond, la grosseur du logo, l'accroche. En fait, l'agence de pub nous a proposé tout un tas d'éléments qu'on peut assembler pour faire un message. Et l'abribus publicitaire, qui est équipé d'une petite caméra, va capter donc l'attention des gens. Faire ça en France, j'ose pas vous dire à quel point ce serait compliqué parce que les gens auraient peur que mes données personnelles, on me filme à l'insu de mon plein gré et tout ça. En Angleterre, ça passe bien. Parce qu'on ne filme pas les gens, c'est juste la capacité d'attention de leur regard. Ça marche très bien en Espagne aussi. On va tester option A, option B. Par exemple, couleur rouge, couleur bleue. Et puis, je vais regarder, en faisant varier simplement une couleur, quelle est l'option qui marche la mieux. Je la garde, je laisse tomber l'autre option et je fais varier une autre variante créative de l'affiche. Par exemple, je vais changer la couleur du fond, tout en ayant gardé la couleur de la police que j'ai testée avant. Donc en fait, le message auto-apprend de la réaction des individus en termes d'attention, en temps réel, pour s'affiner au fil du temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir commencé votre campagne publicitaire avec quelque chose qui ne marche absolument pas au début, et au bout de 7 jours de campagne, avoir une affiche qui va attirer l'attention de la quasi-totalité des passants, parce qu'elle aura auto-appris d'elle-même. Donc on va vraiment vers ce type de technologie, et ce ne sont pas que des médias hyper technologiques qui investissent dans ce type de solution. Vous voyez, même les prospectus aujourd'hui travaillent là-dessus. Chez Adrexo, ils ont fait une étude avec l'université de Mons en Belgique pour essayer de comprendre la meilleure architecture créative dans des prospectus. Bien, pour conclure sur nos convictions par rapport au futur face à tout ça, qu'est-ce qu'il va falloir imaginer, puisque je vous disais que ce qui existe sur le marché aujourd'hui est un petit peu confus. Ce fameux CPH, on y croit beaucoup. Cost per hour, CPH, plutôt que CPT, Cost per thousand. L'idée, c'est quoi? On est convaincu finalement que dans le futur, les médias vont nous dire l'audience, ok, vous la connaissez, puisque vous avez des études médiamétrie pour récupérer de l'audience, mais c'est pas ça qui va faire forcément ma valeur, pas que. Vous allez me payer davantage si je suis capable de vous démontrer que j'ai cette capacité à créer de l'attention sur mon public. Réussir à démontrer que j'ai la capacité à créer de l'attention, on va le mesurer à travers le temps passé sur les contenus que vous êtes capable de proposer. Si vous faites des contenus qui sont plus qualitatifs que d'autres médias concurrents, potentiellement les gens devraient y passer plus de temps. Et on va être capable de le mesurer parce qu'on a justement toutes ces petites webcams qui se baladent. Donc ça veut dire par exemple que demain, les gens de la régie du Point vont regarder le temps que les gens passent à lire des articles du Point par rapport à l'Express. On arrivera peut-être à une espèce de nouvelle monnaie d'échange entre tous les news magazines, à dire quel est le news magazine dans lequel les gens passent le plus de temps possible. Et on va se dire, j'en sais rien, on n'y est pas encore, mais en dessous de 5 secondes, cadeau, la pub, je te la donne. Parce que je suis tellement convaincu, je le sais, parce que je l'ai fait sur plein d'études, que je suis capable d'attirer l'attention, que tu vas commencer à me rémunérer, moi, magazine Le Point, à partir du moment où les gens resteront plus de 5 secondes sur l'espace publicitaire où il y a ton message. Maintenant, si c'est 6 secondes, 7 secondes ou 8 secondes, c'est pas le même prix. Ça veut dire que la rémunération de la communication va devenir variable. Vous pouvez à un moment dire bah ouais mais ça va s'envoler jusqu'où ton truc parce que mon budget il n'est pas infini non plus. Donc à un moment de toute façon c'est capé à un maximum, c'est-à-dire que des gens qui resteraient 30 secondes à regarder votre message vu un petit problème, c'est-à-dire que c'est un petit peu trop long. Mais vous pouvez décider comme ça d'aller jouer votre budget publicitaire comme bon vous semble, de manière variable. Et ça pousse finalement quelque part les médias face à cette révolution programmatique, machine, etc. à dire mais notre boulot, c'est de créer des contenus de qualité.
Si on a fait des années de marketing pour que finalement la publicité soit gérée par des machines sans même savoir dans quel contexte publicitaire vous allez être diffusé, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est un peu une réaction épidermique du marché publicitaire d'aller mesurer tout ça. En Angleterre, vous avez pas mal de titres de presse qui testent ça. Vous avez The Economist, The Financial Times qui commencent à tester ce fameux CPH. Et puis au-delà de ça, nous, il y a un modèle dans lequel on croit beaucoup, qui est celui de la publicité choisie. À partir du moment où, comme sur des sites comme You Like par exemple, on me demande quelles sont les publicités qui peuvent m'intéresser, j'en sais rien, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'acheter une nouvelle voiture, je cherche un prêt, c'est moi qui coche les cases. Et ben dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. La publicité que vous allez recevoir, elle va même pouvoir avoir une durée plutôt plus longue pour pouvoir être choisie. Après, tout le monde me dit, bah ouais, mais alors, du coup, les gens, ils ne vont manger que les mêmes natures de publicité tout le temps. Non, je pense qu'en fait, le futur, c'est un peu un mélange entre des publicités puissantes qui continueront à installer les marques dans la rue et auprès du grand public parce que cette logique de puissance et de société crée la désirabilité, mais dans un deuxième temps, pour vouloir aller plus loin, aller travailler sur de l'hyper-ciblage contextuel d'individus et en temps réel peuvent nous apporter des choses intéressantes. Et puis, on y croit aussi parce que finalement, quand on interroge les Français, ils nous disent que la pub, c'est agressif, c'est intrusif, etc. Mais si on leur dit, oui, mais si tu y gagnes quelque chose, toi, en argent, en coupon, en remise, etc. Ah bah ouais, mais non, là, c'est pas pareil. Le Français est vénal. Si on lui dit, le fait de regarder de la publicité, ça va te permettre de gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, pour accéder à des contenus gratuits, mais il faut le dire. Il faut éduquer le public. On ne met pas de la publicité simplement pour faire de la pub, c'est aussi parce que nos contenus, sinon, normalement, ils sont payants. Ou récupérer des coupons, etc. Finalement, les gens disent « Ah oui, ça c'est un deal avec les marques qui pourrait m'intéresser. » Donc on va vers ça. Même les petits boutons réaction sur Facebook que vous trouvez trop mignons. Ouais, mais c'est pas juste fait pour être trop mignon, en vrai. À quoi ça sert ? Si face à une vidéo, par exemple, vous mettez un ha 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 ou non angry, puisque je sais qui vous êtes et que je sais quelle est l'émotion qui est générée par vous face à ce contenu, je suis capable, puisque Facebook est capable de savoir qui a dit quoi en termes d'émotion sur des vidéos, d'aller chercher les fameux jumeaux dont je vous parlais. Donc avec Facebook et ses boutons réaction, on est déjà passé à l'ère du media planning émotionnel. Donc ma vision pour le futur, et j'en terminerai là, c'est finalement que on va utiliser, avec l'autorisation de certaines personnes, ces nouvelles formes de panels connectés qui vont capter des émotions grâce à des technologies de reconnaissance faciale, qui, couplées avec une analyse d'intelligence artificielle sur le contexte de diffusion, va finalement nous permettre dans le futur d'accéder à une publicité beaucoup plus intelligente et puis également beaucoup plus efficace. Et puis finalement, c'est une bonne nouvelle, mais c'est un petit peu complexe. Donc ça veut dire que ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le sujet. On a intégré les données d'IAS, on a intégré pas mal de tests, et là, normalement, avant la fin de l'année, en particulier sur le media planning vidéo en France, on sera capable d'utiliser toutes ces nouvelles technologies. Et peut-être que dans un deuxième temps, ou à l'occasion d'une autre conférence, j'aurai la joie de partager avec vous les résultats d'efficacité de toutes ces nouvelles technologies. J'espère en tout cas vous avoir convaincu qu'on était au milieu de quelque chose de véritablement passionnant dans l'évolution de la publicité. Et puis bien entendu, il me restait à vous remercier de votre attention. C'était le moins que je puisse faire. Ah, j'ai fait l'heure quand même, Fabrice, je suis désolé, j'ai fait l'heure. Alors, comme je vous le disais, sur la partie logistique, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, partager ces contenus ou les retrouver avec l'ensemble du compte-rendu sur le site du connecteur. Si vous ne connaissez pas, on s'en reparle juste après. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions en live pendant qu'on est dans la salle? Il doit y avoir un deuxième micro quelque part, ou pas. Mais sinon, on va parler fort. C'est toujours la première, la plus dure. Alors, soit je vous ai assommé, soit c'était très clair.
Bon, super. Bah, de toute façon, je suis à votre disposition, ainsi que les équipes d'Émilie. Si, t'en as? Mais il n'y avait pas de question, à moins qu'il y ait une question qui vienne. T'en as une, toi? J'en ai une. Je sais pas si c'est une question, c'est peut-être une remarque par rapport à... Est-ce qu'on pourrait utiliser aujourd'hui les photos qu'on prend pour Google View? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filtre, mais on pourrait peut-être mettre dans ces photos-là qu'on prend et qu'on va sur Google, qui sont énormément vues. On ne pourrait pas essayer d'imaginer quelque chose pour capter l'attention, d'être dans une logique de pub un peu discrète? Alors, c'est pire que ça. En fait, c'est un autre débat autour de l'intelligence artificielle, puisque tu sais que les premières recherches autour de l'intelligence artificielle, c'était pour essayer d'identifier quelle était la nature d'une photo. Si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne l'intelligence artificielle, la vieille méthode, c'est de dire, si je veux reconnaître un chat d'un chien, c'est dire, un chat, ça a les oreilles pointues, ça a une queue comme ça, c'est plutôt petit, ça a plutôt un pelage comme ça, machin. Et donc, le vieux code, c'était si et, alors. L'intelligence artificielle, ça marche pas comme ça. On balance des millions de photos de chats, des millions de photos de chiens, et on dit ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et du coup, c'est la machine qui apprend en fait à se dire, ok, parce qu'il y a en combinatoire l'ensemble de ces variables, c'est un chat ou un chien. Donc en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est voir si l'intelligence artificielle était capable de créer ex nihilo des choses. Et il y a notamment Microsoft qui a démontré ça, ça vous a peut-être marqué il y a quelques semaines. On a vu un nouveau tableau de Rembrandt qui n'a pas été peint par Rembrandt. C'est un Rembrandt, mais pure souche, si vous connaissez bien Rembrandt. Sauf que la machine a ingurgité, je crois, plus de 900 tableaux de Rembrandt différents pour essayer de comprendre quelles étaient les logiques du maître. Et du coup, a proposé un Rembrandt. Ils ont fait même comme ça un faux Beatles aussi, avec des machines. Et donc, notamment au Japon, puisque Dentsu, on aime bien le Japon, forcément, c'est notre ADN, ils se sont posé la question de savoir si on ne pourrait pas remplacer les publicitaires par des machines qui seraient capables de faire des images ultimes pour aller capter l'attention. Se dire, je vais regarder en fait ce qui marche, et à partir du moment où j'ai compris ce qui marche, je vais aller le répliquer. Et donc ils l'ont testé, il y a la marque Mondelez qui a testé ça. Ils ont lors d'un festival créatif, sans le dire aux gens, proposé 2 spots publicitaires, un réalisé par un robot et un réalisé par un humain. Et ils ont demandé donc aux gens de voter, quel était celui qu'ils préféraient, etc. Bon, alors, d'une courte tête, le spot réalisé par l'humain a encore gagné, mais il y a quand même 46% des gens qui ont préféré la création faite par la machine. Ce que ça ne nous dit pas, c'est si la version faite par la machine, au final, aurait été plus efficace en termes de vente, parce que là, c'était pas des ventes qu'on avait modélisées, c'était le fait que des publicités puissent recevoir des prix. Mais tu peux modéliser ce que tu veux, tu as tout à fait raison. Si on est capable, c'est un peu ce que fait Hamnet, d'optimiser en temps réel, à partir du moment où je suis capable de dire, face à telle publicité, voilà ce que les gens, les publicités sur lesquelles les gens sont restés le plus longtemps, ceux sur lesquels ils ont le plus cliqué, et optimiser tout ça en temps réel, et normalement, on arrive à des questions comme est-ce que le tube d'Espacito n'aurait pas été créé par une intelligence artificielle à partir de tout un tas de tendances musicales qui venaient de sortir, qu'on a essayé d'associer, et puis finalement on a créé le tube, parce que finalement le succès commercial, c'est statistique. Donc oui, tu as raison, ça fait partie des choses qui animent un petit peu la profession en ce moment, à se dire est-ce qu'il faut s'arrêter là ou est-ce qu'on peut aller un peu plus loin encore. Bonsoir. J'avais une question justement sur l'attention qui, je suis ravi d'avoir une attention plus faible que celle d'un poisson rouge, mais je me demande dans 5 ans, je l'aurai plus faible que quoi en fait. Et donc l'enjeu de la question, je vois bien les bénéfices et l'enjeu marketing, mais en tant que citoyen, en tant que père, est-ce que l'urgence n'est justement pas d'éduquer à regagner cette attention? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai jeu de société? C'est à qui on laisse cette attention? Est-ce qu'on se la réapproprie, et donc c'est un enjeu de liberté, ou est-ce qu'on la laisse à des gens comme nous, marketeurs? Non, alors vous avez raison. Après, il faut faire attention aussi aux dérives et aux légendes sur ce sujet. Vous savez, notamment parmi
parmi les légendes urbaines qui circulent le plus là-dessus, c'est notamment les gens qui vous disent Zuckerberg interdit l'usage des tablettes à ses enfants alors que c'est le premier à créer de la pollution sociale, et pareil Steve Jobs qui faisait gaffe à ce que ses enfants... Là. Je pense qu'effectivement, il faut simplement réussir à éduquer nos enfants sur les différents types de niveaux d'attention dont on parlait, parce que la concentration, elle est nécessaire. Ces 3 niveaux d'attention, on en a besoin. Maintenant, il faut juste essayer d'adapter la meilleure forme d'attention aussi au moment, en fonction de ce qu'on veut faire. Ce que je vous disais, vous n'arriverez pas à modifier un comportement avec quelque chose de fort et d'intense. Et pour autant, c'est le snacking perpétuel des jeunes, il tourne comme ça. Donc, c'est pas simplement aussi capter l'attention, c'est pour quel type de résultat après derrière, pour quel type d'émotion. Et d'un point de vue citoyen plutôt que simplement consommateur, on travaille chez Dentsu pour toute la communication du gouvernement. On le voit par exemple, modifier des comportements, parce que c'est surtout ça qu'essaye de faire le gouvernement, c'est diminuer le nombre de morts sur la route, diminuer le nombre de gens qui fument abusivement, etc. Bah oui, ça les impacte parce que se dire, dire aux gens ne faites pas ci, faites pas ça, etc. Bah, les choses ont aussi évolué en termes de capacité qu'a le cerveau à aller rejeter certaines formes d'informations un peu trop condescendantes vis-à-vis du public. Donc en tant que père, bah, il faut que vous utilisiez des choses qui vont être utiles en tant que père et qui ont fait ses preuves par rapport à ce que vous voulez faire, si c'est une modification de comportement. Maintenant, si vous voulez effectivement aussi capter l'attention de vos enfants, bah, c'est un peu à la mode Super Nanny. Hein. Il y a des choses qui marchent et d'autres qui marchent pas, et les gens sont pas forcément éduqués à savoir éduquer. Donc c'est un peu ça le problème. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui, notamment à l'éducation nationale, qu'on prenne en compte l'ensemble de ces nouvelles formes de pratiquer notre environnement à travers de nouveaux outils digitaux, et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que quand les étudiants dans les classes ils auront des lunettes de réalité augmentée, bah, je sais même pas ce qu'ils seront en train de regarder véritablement ou quelles surcouches ils pourront rajouter. Donc c'est comment est-ce que l'éducation peut aller aussi vite que les technologies pour arriver finalement à quelque chose d'efficace à la fin. Et aujourd'hui j'ai pas la réponse. Hein. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous nous avez présenté que les extrêmes se rejoignaient. Les jeunes et les plus anciens, on va dire, les plus de 50 ans, étaient assez sensibles aux mêmes choses, en tout cas réagissaient de la même façon sur la capacité à porter... sur l'attention divisée, parce que sur sur la divisée, soutenue, voilà. les plus de 55 ans ont plus l'habitude de se concentrer sur quelque chose que des jeunes. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les méthodes que vous nous avez présentées là ce soir, les anciens aussi, les plus de 50 ans, sont assez réceptifs à ce genre de méthodologie? Et est-ce que ça veut dire que le segment intermédiaire, les 35-45 ans, eux, au contraire, sont un peu plus réfractaires à ces nouvelles méthodes? C'est une excellente remarque. Non, effectivement, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on utilise des machines aussi pour aller étudier ça en temps réel, parce que c'est trop complexe, on ne pourrait pas sortir une généralité à dire ça, on sait que ça va marcher comme ça. C'est pour ça qu'on est dans une génération test and learn au niveau du digital où l'émotion, on peut l'avoir pré-testée en laboratoire, ce qui va se passer en live ne sera pas forcément exactement la même chose. Donc il est clair qu'une publicité plus traditionnelle aujourd'hui sera plus adaptée sur une capacité de concentration sur des plus de 55 ans, parce que ce sont des gens qui restent sur des schémas traditionnels. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer non plus les usages numériques de cette population, où on est quand même, bon, au-delà de plus de 75 ans, on commence vraiment à avoir un décrochage, mais même sur des 55, 70 ans, on est sur des usages numériques qui commencent à se développer aussi, mais du coup ils risquent d'être un peu le cul entre deux chaises comme nos 25-34 ans que je montrais tout à l'heure. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est aller utiliser tous ces nouveaux outils qui sont à notre disposition pour essayer de voir quelles sont les cibles qui vont être les plus réceptives à ce qu'on peut aller proposer pour aller l'adapter. Mais au-delà de ça, même dans la consommation média au niveau de l'audience planning, il est clair que vous avez des structures de consommation de la télévision qui sont complètement l'inverse de ce que vous allez pouvoir avoir sur du smartphone. Et donc, aller faire un spot de 3 secondes à la télévision
à la limite, pourquoi pas, si vous voulez aller choper des jeunes. Mais là encore, si je disais qu'il y a du Stana sur Télématin, c'est aussi parce qu'il y a une certaine forme de public qui continue à être attentif à des spots de 22 secondes. Donc non, c'est ce qui fait aussi que notre métier est passionnant et qui fait qu'on doit aller s'adapter à le bon média avec le bon message. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, malheureusement, et ça c'est un peu pour la séquence coup de gueule, c'est que beaucoup de nos clients ont tendance à nous demander d'aller travailler leur stratégie de communication sans même partager avec nous leur message. Parce que dans la plupart du temps, l'agence de publicité, elle travaille au cul du camion et on reçoit le message 24 heures ou 48 heures avant qu'il parte à la régie, qu'il soit diffusé. Donc on ne peut pas optimiser correctement les choses comme ça, sauf à aller le faire après en digital parce que ça se fait au fur et à mesure. Mais l'idéal, ce serait quand même de pouvoir aussi aller choisir nos emplacements en ayant une conscience éclairée de ce qu'on va diffuser comme message, et c'est malheureusement pas toujours le cas. Une autre question ? Bonjour. La question que je voulais vous poser, c'était est-ce que vous pensez personnellement que la surdigitalisation peut être néfaste à l'homme, dans le sens où on a vu que toucher la partie émotionnelle était le plus efficace, mais le fait de toujours taper dans cette partie-là, qui est la partie reptilienne du cerveau, peut du coup être néfaste sur le long terme, en plus de pouvoir baisser notre attention. Vous pensez à quoi? Vous pensez à des logiques de manipulation, ou qu'est-ce que vous entendez à dire trop d'émotions, ça peut être négatif? Est-ce que l'évolution, quant à la réflexion par exemple d'un cerveau, ou à la façon de capter les choses, ou par rapport à l'adaptation ou quoi que ce soit, peut être une évolution négative à cause de cette surdigitalisation? Alors, oui et non. Oui, parce que je pense que on va au-devant de vraies catastrophes, en particulier sur l'estime de soi auprès de certains individus, parce qu'il n'y a plus forcément de filtres comme on pouvait avoir par le passé avec certains médias. Aujourd'hui, sur Instagram, vous avez la possibilité de dialoguer avec les plus grandes stars hollywoodiennes directement dans votre poche. Votre popularité, vous l'estimez à l'aune du nombre de likes que vous allez pouvoir récupérer. Donc on rentre dans des logiques quantitatives autour de l'émotion qui, sur l'estime de soi, peuvent être dévastateurs sur des jeunes qui n'ont pas appris finalement à peser le pour et le contre. Parce que voilà, il y a des gens qui se suicident parce qu'on leur dit sur les réseaux sociaux « mais t'es moche, t'es grosse, tu réussiras jamais dans ta vie », etc. Donc on va pas pouvoir légiférer très longtemps là-dessus. Il y a des réseaux sociaux comme Gossip ou quoi qui ont été fermés parce que émotionnellement, les gens n'étaient pas capables de faire la part des choses sur les jeunes. Après, justement, ça, je crois, moi, qu'il y a une logique d'éducation à réinventer autour de ça. Le truc positif, c'est que finalement, on est tous en recherche d'émotions dans nos loisirs. Là, c'est un peu du Black Mirror, mais sur une étude qu'on a fait sur le futur du cinéma, par exemple, on a regardé, là encore, comment des producteurs travaillaient à aller mesurer comment des gens réagissaient, par exemple, sur un film d'horreur, à se dire, ok, tu veux vraiment avoir peur, ok, je vais apprendre de toi, savoir qu'est-ce qui te fait vraiment peur, et je vais fabriquer le film d'horreur vraiment pour toi, où là tu peux être sûr que tu vas te faire dessus, quoi, parce que je vais combiner tous les trucs, et je sais parce que j'apprends. C'est ça que fait l'intelligence artificielle. Donc en fait, les générations futures, c'est des générations qui sont de toute façon très hédonistes, très narcissiques, tournées vers du plaisir immédiat. Mais moi, je crois qu'en fait, on a une capacité à auto-réguler les choses, à vouloir les filtrer soi-même. Sinon, on devient dingue. Donc, je pense qu'en fait, on va aller vers des extrêmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie des gens qui ne seront pas éduqués, sur lesquels potentiellement tout ça sera dangereux et ça aura des effets en termes de suicide assez dévastateurs. D'autres personnes qui, à l'inverse, seront hyper éduquées sur ces technologies et qui auront appris à savoir comment ça marche et comment les utiliser. Puis une espèce de ventre mou au milieu qui les utilisera quand ça l'intéressera, et puis sinon ils reviendront à la vraie vie. Mais vous voyez, par exemple, il y a 3 ans, on nous disait les gens veulent se déconnecter parce que
droit à la déconnexion, et puis je veux du calme, et puis je veux du slow, etc. Toutes les études aujourd'hui nous démontrent l'inverse. En 3 ans, les choses ont changé. Se déconnecter aujourd'hui pour les gens, ça crée plus d'anxiété que de plaisir à se dire enfin un week-end au calme avec mes gamins sans des écrans. C'est non, je vais manquer le message du boulot, et s'il se passe un truc dans l'actualité, je vais pas l'avoir. C'est ce fameux fear of missing out qui est devenu plus important. Donc se déconnecter, c'est s'extraire du monde. Le futur, en fait, ça va être de se connecter pour mieux déconnecter. Ça va être partir dans des univers virtuels pour aller explorer un truc, pour se divertir. Mais voilà, ça veut dire que l'éducation des parents, notamment, sur ces outils numériques, il y a un sacré boulot pour le gouvernement, pour l'école, pour l'État, pour je sais pas qui, pour essayer de apprendre aux gens à rester froid par rapport à ces technologies et à comprendre comment ça marche. C'est la même chose sur les données personnelles. En France, on a la CNIL qui nous protège. Aux États-Unis, ils ont foutu les mains dedans. Finalement, en ayant foutu les mains dedans et avec toutes les catastrophes que ça a pu générer, ça fait aussi un public plus éduqué. Donc c'est pour ça, je vous fais une réponse un peu de normand, mais je pense qu'il va y avoir 2 extrêmes. Des hyper éduqués et des catastrophes. Bonjour, je reviens sur la publicité online. On a parlé du display ou de la vidéo publicitaire. On a peu ou moins parlé de native advertising ou de brand content, qui sont pourtant les mots-clés pour les annonceurs aujourd'hui, parce que ça pourrait paraître être les plus grosses sources d'attention des utilisateurs. Donc voilà, c'est juste pourquoi. Ah non, c'est juste une question de temps. Effectivement, j'avais 2 ou 3 pages sur le native où je montrais notamment en termes d'attention la capacité qu'avait le native à être plus efficace qu'une publicité classique. Moi, ce qui m'intéressait au-delà du native ad, c'était ce deep native advertising avec Ad You Like par exemple, qui est un fervent défenseur de ce type de technologie. C'est oui, certes, ça attire davantage l'attention, mais on peut même encore aller plus loin que ça aujourd'hui en utilisant l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus faire tout en native. Ça fait même appel à une autre présentation sur les nouveaux modes de financement des médias, où finalement, on commence à demander aux équipes éditoriales dans les médias d'aller travailler pour des marques. Et ça, c'est tabou. C'est-à-dire que dans des presses bien pensantes, quelqu'un qui a une carte de presse va vous dire « mais si je commence à travailler pour des marques, je me vends au diable, donc c'est pas possible ». Alors bon, voilà, il y a du coup des spécialistes du native advertising en digital qui font des choses très bien. Il y a de l'adaptation du DCO aussi pour aller créer de la publicité en temps réel d'un point de vue créatif, ce que j'ai essayé de vous montrer. Donc j'ai essayé de faire un petit panorama large, mais il me faudrait 2 jours pour détailler tout ce sujet. Mais oui, bien sûr qu'on croit au native advertising et c'est redoutablement efficace. Pour continuer là-dessus, par rapport au fait qu'on a de plus en plus de pubs et qu'il y a quand même une certaine frange de population qui en a marre d'en avoir de la pub, est-ce qu'il n'y a pas un risque de vraie rébellion en fait? On le voit déjà avec AdBlock, on le voit avec les sites qui deviennent payants. Oui, mais est-ce que ça risque de grossir ou pas? Oui. Ça va rester marginal. Non, mais pour reprendre les propos de l'IAB, ils ont déjà merdé sur le sujet. C'est déjà allé beaucoup trop loin. La question, c'est pas finalement une question de quantité de publicité. C'est pas ça qui énerve les gens. Si vous regardez justement l'étude qui a été faite par l'IAB sur les adblocks, pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi est-ce que les gens utilisent des adblocks? Ils sont pas publiphobes dans l'absolu, les gens. Ça, c'est pas la vraie réalité des choses. C'est pas ça. C'est juste les gens ne veulent pas qu'on leur balance des publicités qui ne leur servent à rien ou qui sont intrusives au mauvais moment. Ce que je vous disais sur Elle, par exemple, tout à l'heure, les lectrices de Elle ne voulaient pas moins de publicité dans leur magazine. Ça leur allait très bien. Moi, ce qui m'enquiquine, c'est qu'on me balance des publicités pour du shampoing. Je m'en fous. Ça ne me sert à rien et on m'envoie des coupons pour des couches, j'ai pas de gamin, mais foutez-moi la paix. Donc oui, l'adblock finalement c'est une réaction à ça, mais tant mieux, nous on adore les adblocks. C'est paradoxal, il y a des clients, ils comprennent pas, ils disent mais vous vendez de la publicité, comment vous pouvez aimer les adblocks? Mais parce que finalement, au moins, on ne va pas payer pour aller toucher des gens qui ne veulent pas recevoir de la publicité. Donc plus les gens vont dire j'en veux pas
bah, plus on va falloir les éduquer à dire « dis-moi ce que tu veux pas ». Et dis-moi ce que tu veux, parce qu'à un moment, bah oui, forcément, t'as juste des besoins dans ta vie courante. Ça, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est ce qui fait que moi, je me lève le matin. J'espère, quand j'aurai fini mon taf un jour, que j'aurai pu faire avec Dentsu avancer un petit peu les choses vers une publicité plus efficace. Et moi aussi, j'en ai marre de la pub, mais tout le monde en a marre. Voilà, c'est juste pas la pub en général, c'est certaines publicités qui m'intéressent pas, parce que du retargeting, où on continue à m'envoyer des pubs pour des vacances alors que je suis rentré depuis 2 mois, ça va quoi. Alors on n'arrête pas de me parler de machines et d'intelligence artificielle, mais il est où le retargeting intelligent ? C'est ça qui est enquiquinant, et c'est ça que nous disent les jeunes. On le voit bien, hein, ils adorent déconner avec les marques sur Snapchat, c'est juste des codes un peu différents. Donc oui, c'est pas fini, parce que notamment les adblocks n'ont pas encore véritablement déboulé sur smartphone. Alors que sur laptop, c'est quasiment la moitié maintenant des gens qui sont équipés, alors que sur le smartphone, c'est moins de 10%. Donc oui, ça peut être encore pire. Et donc, on a tous une mission d'éducation face à la publicité. Et ce qu'a fait le Geste, par exemple, dans la presse pour éduquer les gens en disant, vous savez, la pub, c'est pas là pour vous emmerder, hein, c'est juste pour faire vivre les journalistes, machin. Regardez ce qu'a fait l'Équipe, par exemple. Il y a plus de la moitié des gens qui désactivent leurs adblocks en whitelistant certains sites parce qu'ils savent que c'est une publicité respectueuse, intéressante, etc. Bon, voilà, c'est une question d'éducation, tout ça. Mais comment on fait ? Est-ce qu'on doit apprendre ça à l'école ? Je sais pas. Merci. Vous avez soif. On se retrouve derrière.